cette vidéo, j'ai un invité spécial puisque je n'ai pas fait toute seule le mois de la fantaisie cette année, puisque aujourd'hui on va parler du mois de la fantaisie et je vais vous présenter mon bilan. Sur les 6 livres que je vous ai présentés dans ma palle, j'ai réussi à en lire 4. Sachant que j'avais quand même des grosses bricasses et que c'est vrai que j'aurais pu peut-être me donner un peu plus à fond. Mais sur la fin du mois, je suis partie sur des lectures de non-fiction. Et sur ces 4 lectures, il y en a une qu'on a faite en comparaison avec Mélo, donc je ne vais pas vous présenter là. Ce qui nous ramène à 3 lectures que je vais vous présenter aujourd'hui. En entrée, j'avais pris une petite douceur surprise du chef avec un livre court et j'avais choisi Queen of Hearts de Colleen Hawkes. Donc c'est un premier tome, c'est une réécriture alors c'est pas un conte Alice au Pays des Merveilles, mais en tout cas voilà, c'est une réécriture dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Que j'avais choisi parce qu'il était court, effectivement, il fait tout pile 300 pages. Je pensais le lire vite et au final j'ai vraiment galéré à rentrer dedans. Je vous en avais parlé en vlog, donc ce sera peut-être plus frais que ce que je vais vous dire ici. Je pense que ce qui a péché pour moi avec ce livre, c'est vraiment le manque de contexte. Je trouve que autant on a pas mal d'introspection parce que c'est raconté à la première personne par le personnage de comment elle s'appelle, Dina, qui est la princesse de cœur, mais finalement les descriptions de la cour, du château, des vêtements, il y en a peut-être pas autant que je l'aurais souhaité. Je pense aussi que c'est parti dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. Maintenant, en ce qui concerne la réécriture en tant que telle, j'ai retrouvé tous les éléments que j'apprécie dans Alice au Pays des Merveilles. On sent qu'il y a un mystère qui couve, même s'il y a pas mal d'action dans ce roman. Maintenant, je pense, compte tenu de sa taille, que peut-être... Enfin, ça fait peut-être un peu trop introductif. Ça allait pas assez vite pour le coup au niveau de la mise en place. Il y a quand même une grosse coupure au milieu avec déjà une forme de péripétie, même si on sent que ce n'est que le début de la grosse aventure de Dina, la princesse de cœur. Maintenant, je trouve la construction du personnage de Dina intéressante. Pourquoi Dina, qui est la princesse de cœur, et on le sent bien, deviendra la future reine de cœur, devient telle qu'elle l'est, parce que non, enfin je pense qu'elle finira par devenir un personnage cruel, tel qu'on le connaît dans les films et les dessins animés. Ça, je trouve que c'est plutôt bien rendu. Maintenant, j'ai quand même eu un problème de détachement en fait par rapport à ce roman. Je l'ai pas avalé, bouffé comme j'aurais voulu, je l'ai pas apprécié autant que je l'aurais voulu. Donc est-ce que je vais lire la suite? En même temps, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer, j'ai bien envie de comprendre, d'aller jusqu'au bout. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre 2 tomes supplémentaires? J'hésite, voilà, j'hésite. Bon. Donc en tout cas, il est lu. Petite déception parce que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Maintenant, l'objet livre en soi reste très beau. Je suis contente d'avoir lu une nouvelle réécriture autour d'Alice au Pays des Merveilles parce que vous le savez maintenant, j'adore ça. Ensuite, je me suis attaquée à un plat avec l'assiette Gargantua, une suite de sagas. J'avais choisi de mettre Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette, c'est le tome 2 de Magic Charlie. Magic Charlie, j'étais pas sûre de vouloir continuer après le tome 1 parce que le tome 1 je l'avais lu mais sans plus. Je pense qu'il y avait eu trop de hype pour moi autour de ce roman, du coup je lui avais trouvé des qualités sans conteste, mais peut-être pas suffisamment pour répondre aux attentes que j'en avais à ce moment-là. J'ai bien laissé retomber cette hype et finalement je me suis lancée dans le tome 2 alors que le tome 3 est sorti depuis quelques mois maintenant. Et je suis ravie, vraiment super contente d'avoir fait cette lecture. J'ai trouvé plus d'intérêt que dans le tome 1. Je trouve qu'il n'y a pas la malédiction de ce tome 2 qui est un tome... vous savez, le fameux creux de la vague entre le tome 1 et le final du tome 3. Là, je trouve que c'est plutôt bien dosé. On a plein de péripéties, on garde nos personnages favoris, on continue à les accompagner. Je trouve que, comme pour le tome 1, il y a une très belle double lecture à faire pour à la fois un public jeunesse et un public plus adulte. Très clairement, on est sur un élément du début du roman qui s'apparente à un viol, mais qui n'est jamais... disons qu'il est pas décrit comme un viol physique, hein, mais tous les éléments qui tournent autour, toutes les conséquences
physique pour le coup et psychologique sur les personnages s'apparente à ce que je pense peuvent vivre des victimes de viol. Donc non, vraiment c'était vraiment super bien fait. J'ai adoré retrouver Sapoti et Charlie. Je trouve que la relation entre ces deux personnages est tellement touchante et tellement... elle est attendrissante et très juste, très bien menée je trouve. Au niveau de la plume, j'ai peut-être été un poil moins séduite que dans le tome 1, mais il reste toujours ces jeux de mots très très drôles, cet animisme ambiant et tout ce qui s'y apparente. Il y a des personnages secondaires qui prennent davantage d'importance qu'on avait croisé dans le tome 1 et qui prennent de l'importance dans ce tome-ci, pareil, que j'ai beaucoup apprécié. Il y en a d'autres qui font leur apparition. Charlie, il doit être sur plusieurs fronts à la fois et il s'en sort à chaque fois très bien. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment en lecture. Maintenant, vous dire ce qu'il se passe exactement dans les dernières pages, je suis plus trop sûre. Mais en tout cas, je lirai la suite, je terminerai cette trilogie parce que j'ai vraiment passé un super moment. Donc très contente de ne pas avoir abandonné cette saga. Très contente aussi de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est une très chouette lecture jeunesse. Voilà, jeunesse mais conséquente quand même. Le deuxième plat que j'ai validé, c'est Il était une fois la gastronomie avec une réécriture de conte. Il s'agit là du Reflet brisé. Je pense que la comparaison sortira mais pas après la vidéo bilan. Mais j'ai évoqué je pense cette lecture dans mes vlogs donc voilà. Vous avez à la fois une partie dans les vlogs pour ceux qui suivent et la comparaison qui arrive avec Mélo. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de King's Cage, le tome 3 de Victoria Aveyard. Enfin le tome 3, c'est le tome 3 de Red Queen, dont le titre est King's Cage. Cette lecture, j'ai eu énormément de mal, je pense qu'il m'a bien fallu 200-250 pages pour me remettre dans cet univers et dans cette saga. Parce que, alors pour le coup c'est une jolie brique de presque 600 pages hein, et il n'y a pas de résumé de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Sauf que moi les tomes précédents je les ai lus il y a, je vais pas dire 10 ans, mais pas loin en fait. Donc j'avais une vague idée de qui était qui. Mais j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. J'ai eu beaucoup de mal à situer ce qui s'était passé à la fin du tome 2, à séparer dans mon esprit ce que j'avais lu dans le tome 1, ce que j'avais lu dans le tome 2, à bien cerner les relations entre les personnages. Ça a été quand même très très laborieux. Donc je milite avec ferveur pour que chaque éditeur mette en place un résumé dans ces tomes et si ce n'est l'éditeur, que l'auteur y pense et que ce soit bien fait hein. Voilà, il y en a qui arrivent superbement bien mais voilà, un petit résumé des grands actes des tomes précédents, ce serait pas du luxe. Je pense que, outre cela, le principal reproche que j'ai à faire à ce roman, c'est le personnage principal de Mar Barrow, qui tourne en rond en fait. Il y a vraiment ce sentiment, puis même dans les étapes du roman et de ce dont je me souviens dans le premier tome, il y a vraiment une sensation de... on revient toujours au même point. On a toujours un peu cet effet syndrome de Stockholm. On a une héroïne qui se retrouve emprisonnée, qui va penser à comment s'en sortir, qui va faire une tentative, qui va échouer, et puis du coup elle réessaye plus tard, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que même dans ses pensées, parce que là aussi il y a une grosse partie, une bonne grosse moitié des chapitres qui est raconté à la première personne du singulier, il y a aussi dans sa façon de penser, d'aborder sa relation avec son geôlier et ses camarades de révolte. Il y a aussi là quelque chose de très très cyclique. Je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est les 300 dernières pages. En fait il m'a fallu 200 pages pour rentrer dedans, 100 pages pour me rendre compte que ça a commencé à tourner un petit peu en rond, et 300 autres pages pour là vraiment kiffer et être bien dans l'univers, avec les personnages et dans les actions. Je suis désolée, je me relâche un peu parce que là ça y est, j'ai le dos
J'ai le dos qui bloque et je suis essoufflée. Au-delà de Mare Barrow, il y a aussi un autre personnage qui m'a prodigieusement gonflée. Et pour le coup, elle, je savais plus du tout qui elle était, mais il y a un meilleur rappel, je trouve, dans son introspection. Voilà, c'est Cameron. Il y a un meilleur rappel d'où elle vient. Maintenant, vraiment, les événements précédents... Heureusement qu'il y a des petits rappels, mais j'aurais aimé quand même, pour saisir toute l'ampleur du truc, qu'on ait les relations avec les principaux personnages qui sont disparus ou décédés, ou... Voilà quoi. Comme c'est un tome 3, je vais pas vous en dire plus, vous faire plus de résumés. Juste sachez que ce tome là, et j'y pense pour Magic Charlie, comme ça commence à s'effacer un petit peu, il faut vraiment que je me fasse des fiches. Donc là je vais peut-être faire ça, je vais me poser ce soir et faire des fiches que je glisserai en fait à la fin des tomes 3 et des tomes 2, qui soient des résumés spoilants pour moi-même pour plus tard. Donc là les souvenirs commencent tout doucement à s'effacer, donc j'imagine que ce qui reste c'est vraiment ce qui est important et ce qui me permettra de comprendre le tome 4, puisque oui, je pense lire la suite. Il en reste qu'un seul je crois et il est sorti en poche récemment, donc et bah voilà, hein, pourquoi se priver. Donc finalement, en résumé, un mois de la fantasy écourté par rapport à ce que j'avais prévu en termes de lecture. Toutefois, je suis contente d'avoir sorti ces... Voilà, 3 romans, parce qu'on peut pas dire vraiment 4 romans, donc 3 romans de ma pile à lire. Je suis ravie d'avoir une nouvelle fois participé à ce challenge, j'espère qu'il sera renouvelé encore et encore et encore. Merci à Steph parce que c'est un gros boulot qu'elle fait autour de ce challenge. Et ça rassemble beaucoup et ça permet de partager autour de la SFFF. Wouh. Franchement, il est temps que je me taise et que je laisse la parole à mon invité, qui n'est autre que mon mari, qui se fera un plaisir, je pense, de vous dire quelques mots sur ses lectures du mois de la fantasy. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et je vous laisse avec lui. Bonjour à tous, c'est PJ de Lecture. Je suis honoré d'être sur la chaîne de Mélie et Mélo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon mois de la fantasy. En tant que lecteur débutant, Mélie m'a conseillé 3 livres de sa bibliothèque, à savoir que je suis pas un grand lecteur, donc lire 300 livres dans un mois, qui plus est des livres assez conséquents, ça a été une certaine difficulté pour moi, si bien que Mélie n'était pas sûre que j'y arrive. D'ailleurs j'ai même dépassé, honnêtement je crois que je l'ai fini le 1er juin, en fin d'après-midi, le dernier livre. Donc bon, c'est un challenge à 90% réussi. Donc tous les avis que je vais avoir derrière, ça va être des avis d'un lecteur plutôt débutant. Je n'ai pas l'expérience de lectrice avisée de Mélie ni celle de Mélo, donc soyez très indulgents sur les avis, ils sont très personnels, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est mon ressenti. Mais voilà, je serais peut-être un peu brut de décoffrage, l'idée c'est de vous partager mon ressenti sur ces livres. En entrée, j'ai choisi Eragon, conseillé par Mélie, que je n'avais jamais lu, j'ai vu le film cependant. Et moi j'ai beaucoup apprécié le film sur le coup et je me suis dit, on m'a toujours dit le livre est bien meilleur, le livre est bien mieux, le film c'est vraiment naze. D'ailleurs il n'y a pas eu de film aussi, il n'y a pas eu de suite au film, ça m'a bien déçu. Sur le contexte, donc je vous donne rapidement le contexte avant de rentrer un peu plus sur mon ressenti sur la lecture. Le contexte, donc c'est un jeune garçon de ferme qui trouve un œuf de dragon. Et l'œuf de dragon éclot, et s'ensuit donc les différentes péripéties que pourrait avoir un garçon de ferme qui rencontre un œuf de dragon. Il est pourchassé par les méchants, il va s'abriter avec les gentils, il essaye de vaincre les forces du mal. Et puis il y a ses alliés qui sont gentils ou méchants, on ne sait pas trop. Enfin, les péripéties standards. Sur mon ressenti, au début, j'étais un peu perplexe parce que je trouvais la lecture des fois un peu simple, le vocabulaire un peu simple. Mais finalement ça a été vite effacé par la qualité scénaristique, on va dire, de l'auteur. J'ai beaucoup apprécié en fait tous les rebondissements j'avais un peu l'impression de lire un mini Seigneur des Anneaux. C'est ça qui m'a plu. Il y avait un méchant bien identifié, il y avait différentes classes, il y avait de la magie, même s'il n'y a pas de magie trop dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment ça qui m'a plu. On a envie de lire la suite. Et d'ailleurs, en parlant de lire la suite, je suis actuellement au début du tome 2, que je trouve quant à lui un peu plus étoffé au niveau vocabulaire, qui rentre directement dans le vif du sujet. Dès le début du tome 2, on rentre dedans. J'ai même d'ailleurs approfondi, on s'est dit avec Mélie qu'on allait devoir voir le film tous les deux. J'ai regardé la bande-annonce et j'ai, je pense, tout oublié du film, donc il va falloir qu'on le regarde, que je puisse comparer pour de vrai, maintenant que c'est encore frais dans ma tête. J'ai hâte de lire la suite. Donc le premier livre que j'ai lu, L'amulette de Samarcande. À nouveau un conseil de Mélie, je cherchais quelque chose de jeunesse. Ça m'a été conseillé par Mélie parce que c'était une lecture très doudou, quelque chose qu'elle appréciait, et d'ailleurs qu'elle a relu avant moi, il me semble, avant de commencer le challenge même, donc avant
le 1er mai, elle l'avait déjà relu, et moi du coup je l'ai attrapé par la suite et je l'ai lu également. L'univers, donc, l'univers londonien, des magiciens, des djinns, donc c'est des espèces de familiers de magiciens, et des complots, un jeune magicien, donc ça reste une lecture très jeunesse. Mon ressenti dessus, c'est j'ai directement accroché, j'ai trouvé la plume de l'auteur drôle, j'ai beaucoup apprécié l'alternance, donc on passe du familier du magicien au magicien dans la narration tous les 2 chapitres, 2-3 chapitres, ça c'était très intéressant. L'univers était bien ficelé, et à la fin, bon, l'intrigue est un petit peu, on le voit venir, mais c'est quelque chose qu'on a envie de voir d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'avais envie de voir la fin, voir comment ça allait se dérouler. On a une idée du scénario, mais on a pour autant envie de voir comment l'auteur le déroule. Dans les grandes lignes, du coup, c'est un roman assez jeunesse. Ce que j'ai apprécié, du coup, c'était que c'est très abordable, très page-turner. Ce que je veux dire peut-être un petit peu moins apprécié, c'était que c'était peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi. J'ai pas forcément envie de lire la suite, surtout après l'autre lecture que j'ai lue ensuite, donc à savoir L'apprenti assassin de Robin Hobb, donc considéré, il me semble, conseillé par Mélie et considéré comme un des piliers de la fantasy. Donc c'est vraiment le tout premier tome de l'Assassin Royal, sur lequel on retrouve les débuts de Fitz au service du roi. Donc là c'était vraiment un tout autre topo que l'amulette de Samarcande. On pose le contexte au début, des descriptions longues, on reste bien longtemps sur les différentes villes, enfin tout l'univers est en train de se ficeler dans les premiers chapitres, ce qui fait que ça a rendu la lecture, moi qui aime l'action, qui a l'habitude, j'ai lu par exemple tout ce qui est les capitales du Nord, la tour de garde, j'ai beaucoup apprécié parce que au début c'est un petit peu lent, c'est dans la même manière, dans la même veine, c'est très lent au début, et puis après ça s'accélère et tout se déroule d'une traite, et là c'est un petit peu pareil. Au début on pose le contexte, ça me fait penser au premier Capitale du Nord. Au début on pose le contexte et à la fin on a envie de voir la suite parce qu'une fois que tout est posé, on a juste les clés, on veut l'intrigue, on veut le cœur de l'action. Donc de la même manière ici, le début j'ai mis un petit peu de temps à le lire, et une fois que la moitié était passée, je l'ai terminé d'une traite. Il me semble les 300-400 dernières pages, ça a été fini en 2 jours. Si je devais résumer, c'est une lecture très intéressante, donc pour un public beaucoup plus adulte, et je n'hésiterai pas du tout à lire la suite. Là où pour l'amulette de Samarcande, le fait un peu plus jeunesse m'a freiné, là j'ai vraiment envie de lire la suite, et puis je sais que par contre il y a beaucoup de tomes et que ça fera beaucoup de lectures, mais il va falloir s'y plonger. Donc en conclusion, sur le mois de la fantasy, mes 3 lectures, donc l'amulette de Samarcande, l'apprenti assassin et Eragon. L'entrée a été réalisée avec Eragon, le plat avec l'assassin royal et le dessert avec l'amulette de Samarcande. J'ai apprécié mes 3 lectures et ça m'a donné envie de lire encore plus de choses de fantasy, être capable de me forger un avis encore plus critique, et surtout je pense ne pas passer à côté de ces piliers de la fantasy. Je pense on a peut-être l'amulette de Samarcande un peu moins, mais Eragon et l'Assassin Royal qui sont vraiment des références. J'ai vraiment très envie de les lire et de continuer, voire de terminer la saga. Tiens, fun fact d'ailleurs sur Eragon, à la fin du livre, ils disent voici un extrait du 2e tome de la trilogie, alors qu'il y a 4 tomes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez discuter avec moi dans les commentaires, je passerai par Mélie pour vous répondre. Et je serai enchanté de répondre à tous les commentaires. Voilà. Et on se retrouve à très bientôt, ou pas, pour de très belles lectures.